Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser un petit peu sur le commentaire et la réflexion autour du texte de Michel Dupuy pour une métaéthique des soins infirmiers. Alors bien que le titre pourrait laisser présager que cette réflexion soit portée sur spécifiquement les fonctions ou les enjeux éthiques des infirmiers, des soignants spécialisés dans les soins infirmiers. En réalité, il n'en est rien et Michel Dupuy, comme on peut le remarquer dans d'autres textes qu'il a pu écrire, en fait, situe derrière la fonction soignante en fait un ensemble de personnes et derrière ces personnes vous trouvez en fait principalement des personnes qui sont animées par le fait de prendre soin de la relation à l'autre, de prendre soin de la relation à soi, du sens de l'autre, du caractère présent de la relation, etc. Donc vous pouvez avoir derrière des soignants, des personnes aussi diverses que des enseignants, enseignantes, des travailleurs psychosociaux, des travailleuses psychosociales, des médecins, des paramédicaux évidemment, mais donc en fait toute personne qui va quelque part prendre soin de la relation et de l'expérience anthropologique. D'accord? On va pas aller plus à fond dans cet argument-là, mais c'est important de l'avoir en tête et on le comprend assez rapidement dans la lecture du texte qu'en fait il s'agit vraiment d'une réflexion sur le soin de manière générale. D'accord? Alors dans ce texte sur une métaéthique, donc je rappelle que Michel Dupuy est en fait un philosophe, un éthicien, euh, de renom d'ailleurs. Et dans ce texte, il se propose de montrer la nécessité de construire une réflexion métaéthique sur l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, il impose, il envisage l'urgence, et surtout dans le contexte actuel de nos sociétés et de l'évolution technique, technologique et scientifique, puisque c'est consubstantiel aujourd'hui de la médecine, eh bien, de s'imposer une réflexion sur nos manières de faire réflexion éthique. Donc, c'est-à-dire une réflexion de la réflexion éthique, une réflexion sur la réflexion éthique. Et c'est pour ça qu'il qualifie, à juste titre, cette réflexion d'une méta-éthique. Alors, cette méta-éthique, qu'est-ce qu'elle est? Principalement deux choses dans son argumentaire, en tout cas. La première, c'est en fait une prise de position qu'on peut qualifier de capacitaire, capacitante, parce qu'elle doit permettre de développer des capacités, une prise de position par rapport au concept, par rapport au jugement, par rapport aux méthodes, par rapport aux procédures éthiques qui peuvent parfois être normalisées, standardisées, être considérées parfois comme évidentes parce que mobilisées de manière routinière et habituelle, et donc non plus euh, être mobilisées dans une position d'étonnement ou d'interrogation, dans une position critique. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est l'idée que cette métaéthique va reposer finalement sur une compétence de base, une compétence fondamentale au fondement qu'il va appeler d'ailleurs en conséquence une archi-compétence, l'empathie, et on la développera au moment opportun, et puis un méta-principe, donc c'est-à-dire un principe des principes, un méta-principe qu'on peut qualifier déjà maintenant, mais qu'on explicitera ultérieurement, à savoir le principe de là chaque fois. Ce méta-principe, en fait, donc un principe des principes, en fait, doit être considéré comme un principe d'après lequel on va reconsidérer plutôt l'usage des divers principes éthiques en général. Vous savez que, on le précisera ensuite, mais vous savez que dans les années 70 aux États-Unis notamment, eh bien, on a développé ce qu'on a appelé le principisme en éthique et qui consiste à en fait une sorte de réflexion critériée, si vous voulez, d'après laquelle on va interroger des enjeux et aussi éthiques d'une situation de soins notamment, et aussi interroger euh, et justifier, ou en tout cas tenter de rendre compte d'une pertinence ou d'une teneur éthique et d'interroger aussi l'éthique de nos comportements, de nos actions par rapport à des principes. Alors ces principes, généralement, ils sont au nombre de quatre. On a le principe de l'autonomie, donc dans une situation de soin, on pourrait se demander, eh ben, tiens, par exemple, est-ce que nos comportements en tant que soignants
soutiennent, favorisent ou non évidemment, l'autonomie du patient, l'autonomie des aidants proches, on pourrait se poser la question là aussi, l'autonomie de l'équipe soignante aussi. Donc c'est est-ce que nos actions favorisent, soutiennent ou non, ou défavorisent donc l'autonomisation du patient, des aidants proches, de l'équipe soignante, des personnes, des familles, donc aussi des personnes concernées par une situation de soins. L'autonomie est un principe du principisme en éthique. Vous avez un autre principe qui est celui de non-malfaisance. Vous avez un autre principe enfin qui est celui de la bienfaisance. Donc on s'interroge si nos comportements sont effectivement ou non inscrits dans une tendance de bienfaisance. On peut avoir des intentions très bienfaisantes, de très bonnes intentions, mais en fait réaliser, donc animé de ces bonnes intentions, en fait produire des comportements qui ne génèrent pas forcément un aspect positif ou favorable dans le développement des personnes. On a aussi un dernier principe, donc on a l'autonomie, non-malfaisance, bienfaisance, et puis un dernier principe qui est le principe de justice. Est-ce que, par exemple, nos comportements agissent dans un traitement euh, animé d'égalité par rapport aux différents patients, par exemple? Ou est-ce que nous sommes davantage, par rapport à ce principe de justice, dans un rapport d'équité? Vous savez que l'égalité propose d'avoir un traitement égalitaire des différentes personnes, donc un même traitement pour les différentes personnes, alors que l'équité a plutôt tendance à envisager la justice dans un rapport aux personnes qui va considérer des besoins, des situations spécifiques, et donc considérer qu'il y a peut-être des besoins spécifiques ou des ressources spécifiques plus ou moins grandes en fonction des personnes, et que donc on va devoir adapter, ajuster en proportion de ces besoins, de ces ressources plus ou moins présentes, et bien des traitements, des soins, des comportements, etc., en vue d'avoir un rapport juste, donc plus équitable avec les personnes. Et donc, ce méta-principe de la chaque fois, eh ben, en fait, est une manière de s'interroger sur l'usage qu'on fait de ces quatre principes: autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. Ça va? Donc, c'est pour ça qu'on le qualifie d'un méta-principe. Alors, dans son texte, Michel Dupuis, euh, ici, on essaie de circonscrire quelques points qui nous semblent peut-être plus importants dans le cadre de notre cours. Eh bien, d'abord, dans un premier temps, contextualise. Et donc, dans cette contextualisation de cette problématique, il pointe notamment plusieurs risques et il qualifie à un moment donné un risque majeur, qui lui semble être majeur, celui du déracinement du subjectif. Le fait que donc nous avons peut-être de moins en moins affaire à des sujets, mais que dans une société fluidifiée, floutée, où le rapport entre l'interne et l'externe semble floué, dans une société aussi, et là on va rentrer dans des choses plus concrètes, où en fait on observe des risques de réduction biologique, réductionnisme biologique, réductionnisme ontologique, c'est-à-dire dans des sociétés savantes et où on va par exemple être tenté de réduire la vie vécue, la vie d'une subjectivité à ce qu'elle peut avoir d'éléments mesurables et à ce qu'elle peut nous dire sur le plan biologique uniquement et exclusivement, c'est ça le réductionnisme biologique, donc avoir une approche qui serait strictement biologique et non plus bio, psycho et sociale. Il y a un risque d'une perte de la subjectivité, puisqu'en fait la subjectivité n'est plus une manière propre à chacun, chacune de signifier son expérience de la douleur, de la souffrance et du corps vécu, de l'expérience propre d'une pathologie, par exemple singulière, mais plutôt est réduit aux éléments mesurables, objectivables sur le plan biologique. Un autre risque, c'est le risque du réductionnisme ontologique cette fois-ci, à savoir de réduire l'être d'un sujet à n'être que une pathologie, à n'être que dans l'expression de cette pathologie, donc c'est-à-dire dans l'expression symptomatologique, si vous voulez, dans l'expression des symptômes seulement, et donc à finalement réduire la compréhension qu'on peut avoir d'un être vivant à seulement une maladie à guérir, une maladie donc qui dans le pire des cas, dans le cas où ce réductionnisme ontologique est exacerbé, une maladie qui n'est même plus la maladie de tel ou tel, mais est bien considérée comme une sorte un peu d'essence abstraite comme ça, de telle sorte que ce ne soit plus
par exemple, un type de cancer chez telle ou telle personne que nous envisagions prendre en charge et soigner, mais que ce soit tel type de cancer en général, de manière presque désincarnée, que nous envisagions traiter. Donc ça, ce sont des risques. Et donc le réductionnisme ontologique, c'est pas ce qui apparaît dans ce texte-là, mais le réductionnisme ontologique peut avoir des conséquences bien plus désastreuses. Euh, je me rappelle d'une situation palliative où une personne est bien dans une situation de fin de vie, qui avait envisagé d'arrêter sa vie aussi dans le cadre d'une demande d'euthanasie, par exemple, eh bien, s'étonnait très tristement, a été très touché de la situation, et bien que au début de l'annonce de la maladie, en fait, elle trouvait qu'il y avait énormément de solidarité autour d'elle, autour de ses proches, mais que très vite, euh, le nombre de personnes encore présentes avait fortement diminué pour ne finalement se limiter qu'à quelques-uns, quelques personnes seulement, et de s'étonner, c'est là la violence d'avoir fait du réductionnisme ontologique, alors que elle-même n'avait pas changé, qu'elle était restée la même. Et prononçant enfin, exprimant en fait cette idée-là, on voit cette personne s'effondrer et tout à fait accablée par la situation. Son être, son identité est restée celle qu'elle était avant la maladie, mais il semblerait que, dans sa compréhension des choses, aux yeux des autres, la maladie ait même transformé son identité au point de perdre les relations d'amitié qu'elle avait. Donc ça, évidemment, il y a des violences terribles. Et donc ce que Michel Dupuis pointe derrière ces risques du réductionnisme biologique et du réductionnisme ontologique, de la réduction de l'être d'un sujet à moins que ce qu'il est, à moins que ce qu'il était et à moins que ce qu'il pourra être aussi, donc, eh bien, c'est précisément que puisse en fait se réaliser cette désubjectivation, ce fait que le sujet ne soit plus pleinement lui-même et que donc soit en quelque sorte affaibli cette affirmation qu'il avait et qui pouvait créer une forme d'intériorité par rapport à de l'extérieur, pouvoir aussi euh, instaurer et décrire précisément les limites entre de l'intérieur pardon, et de l'extérieur, et donc ce flouage entre des frontières bien établies, entre de l'intériorité qui pourrait s'affirmer, se proposer, se déterminer, s'autodéterminer, parfois résister, parfois refuser aussi du soin, eh bien, sont floués précisément par ce contexte d'un réductionnisme biologique et ontologique. Et donc, un des risques qui peut se jouer, c'est un amoindrissement, en fait, du sujet et donc de l'unité émotionnelle de l'être, un amoindrissement donc, ce que pointe Michel Dupuis très justement dans le texte, du sentir, du ressentir, un amoindrissement aussi peut-être du jugement que l'on peut poser, puisque si ce jugement n'est plus mon jugement forgé à travers une conscience aiguë, précise de mon expérience qui pourrait être partagée dans un sens construit de l'expérience vécue d'une pathologie, par exemple, s'il n'est plus tout cela, eh bien, ça peut être un jugement qui progressivement se désincarne, c'est-à-dire finalement être plus ou moins mon jugement, un jugement auquel je m'accroche peut-être moins parce que ce M réflexif en fait est de moins en moins présent, de moins en moins vécu. Et donc, il pourrait commencer aussi à pouvoir émerger finalement une sorte de relativisme des positions et de dire que ben, puisque le jugement est peut-être moins un jugement ancré dans la réalité et dans la réalité d'une personne singulière ou d'une collectivité aussi, hein, ça peut être plusieurs sujets, des intersubjectivités euh, en expérimentation d'elle-même, puisqu'il pourrait être en train de se désincarner, de se déraciner, et bien finalement, un ensemble de jugements très différents pourrait se valoir. On pourrait avoir une pluralité de jugements, une forme de relativité, ce qui n'est pas encore un problème à cet endroit-là. Le problème de cette relativité, c'est que dès qu'elle est, à partir du moment où elle est désincarnée, où elle n'est plus vécue, c'est-à-dire où le sens des expériences derrière n'est plus primordial dans la prise en considération des enjeux éthiques, eh bien, il pourrait se faire qu'en fait, l'ensemble de cette pluralité soit équivalente et donc relative, mais donc c'est dire aussi qu'elle perd peut-être une certaine validité, une certaine pertinence. Ça, c'est un enjeu qui impose peut-être et qui indique peut-être l'urgence d'une position métaéthique, d'une réflexion sur nos réflexions éthiques, sur nos réflexions éthiques, pardon, et qui donc requalifie la métaéthique comme, et là je cite un endroit du texte, comme une régulation de nos manières de réguler. Ça doit être une prise de position capacitante. La métaéthique doit être une prise de position capacitante
et qui a cet enjeu de pouvoir être une régulation sur nos manières de réguler. Michel Dupuy continue ensuite son argument après cette contextualisation. Réductionnisme biologique, réductionnisme ontologique, avec ce risque d'une perte de la subjectivité qui implique la relativité et la perte de validité des positions, l'amadrissement de l'unité psycho-émotionnelle des individus, singuliers dans leur expérience signifiante de la douleur et de la souffrance. Vous voyez que ça rencontre quand même pas mal de concepts qu'on a déjà qualifiés à d'autres endroits du cours. Eh bien, euh, Michel Dupuy donc continue et établit deux effets, deux types d'effets en réalité, que pourrait produire la métaéthique, donc des effets évidemment auxquels il faut être euh, attentif, puisque c'est cela qu'on pourrait jouer pour préserver la qualité du soin et l'interrogation sur ce qu'est le soin et le sens du soin. Premier effet, un effet de déconstruction. Et deuxième effet, un effet de mise en question, donc un effet critique ici, un effet de mise en question des procédures, et qui pourrait être, cette mise en question, en fait, l'occasion d'instauration de procédures nouvelles, de méthodes nouvelles, de valeurs nouvelles aussi. Pensez bien que, par exemple, par rapport à la question de l'euthanasie, en Belgique, avant 2002 et après 2002, donc après la loi sur l'euthanasie, avec une actualisation assez majeure en 2014 où on ouvre la loi aux mineurs et encore en 2020 où on précise très concrètement un temps de référencement, de relayement pardon, des demandes au cas où un médecin refuserait pour un acquis de conscience morale, personnelle, de pratiquer l'euthanasie, de devoir référer très rapidement à un concert. Eh bien, donc un ensemble d'actualisations, eh bien, ça démontre bien à quel point les réflexions éthiques et peut-être métaéthiques aussi permettent aussi de rejouer la question d'une valeur par rapport à un caractère sacré de l'existence ou sacré de la vie, par exemple. Donc deux effets, un effet de déconstruction, un effet de mise en question. Et par exemple, par cet effet de déconstruction ou de mise en question doit pouvoir nous permettre d'interroger et de pouvoir aussi s'éviter de tomber dans un risque de standardisation d'usage de grilles éthiques, d'usage de codes, de déontologie, trop normalisé, trop habitué, trop mobilisé de manière machinale, mécanique, donc automatique, automatisée, sans que nous prenions encore le temps, c'est ce caractère très présent, d'inscrire notre usage notre usage de ces codes et de ces outils de description qui doivent nous permettre ensuite la réflexion éthique. Et donc, de nouveau, on rejoint cette idée finalement simple à énoncer, mais fondamentale, euh, au sens où on doit s'imposer de la ramener incessamment, à savoir d'interroger nos comportements, nos usages des grilles, des codes, des outils de réflexion éthique, toujours dans cette idée d'en découvrir ou d'en redécouvrir le sens et donc de rester éveillé aussi au sens que nous conférons aux actions que nous posons, mais aussi au sens des divers acteurs. On peut prendre un exemple, c'est presque un terme consacré aujourd'hui de l'acharnement thérapeutique. La question de se pose à savoir qui donne, qui confère le sens au terme acharnement thérapeutique. Est-ce que acharnement thérapeutique, c'est du point de vue du patient, d'un soignant, des soignants majoritairement ou totalement, ou ça, c'est ce qui peut aussi diviser des équipes soignantes, certaines personnes considérant qu'on est dans une forme d'acharnement thérapeutique, certaines autres que non. Est-ce que c'est le sens que donne la famille, les proches, les aidants proches, etc. Donc, ça doit nous permettre d'interroger aussi la question du référent. Quel est le référent euh, du sens des comportements et des actions que nous posons? Quand il y a un refus de soins, qui refuse le soin? Est-ce qu'on est offusqué en tant que soignant d'un refus de soins? Est-ce qu'en tant que soignant, quand on vit un refus de soins, on l'expérimente comme en fait une mise en interrogation, une mise en doute d'une légitimité ou d'une expertise qu'on pourrait avoir, ce qui en fait impliquerait qu'on n'entende pas en fait qu'il y a potentiellement un refus de soins aussi, en face posé peut-être par le patient. Est-ce que quand il y a un refus de soins,
Est-ce qu'en tant que soignant, on s'assure que la personne décide en connaissance de cause, on pourrait dire en âme et conscience en étant un peu métaphorique, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire sache exactement ce qu'il refuse quand il refuse le soin, puisqu'en fait, en tant que soignant, on peut posséder une certaine expertise qui n'est pas l'expertise du patient, mais nous ne possédons pas donc cette expertise du patient aussi. Comment est-ce qu'on s'accompagne, comment est-ce qu'on collabore ensemble pour trouver ensemble, dans une collaboration, une coopération, le sens de l'action qu'on pose et que donc si une personne refuse un soin, qu'elle sache exactement ce qu'elle refuse et potentiellement ce à quoi elle s'expose, autant du moins que les soignants, l'équipe soignante sont en mesure de qualifier ce à quoi la personne peut s'exposer. Tout ça, ce sont des enjeux métaéthiques, de redécouvrir le sens de nos actions et d'éviter de tomber trop rapidement dans, je vais le dire un peu grossièrement, un ensemble de cases qu'on pourrait cocher et qui permettrait de parfois s'assurer de pouvoir s'auto-légitimer comme ça, sans en fait être dans l'exercice critique qui parfois est un exercice, et bien souvent d'ailleurs un exercice collectif à l'interne de l'équipe soignante, mais aussi avec des collaborateurs qui peuvent et collaboratrices qui peuvent être externes à cette équipe soignante. Enfin, le dernier point est peut-être le plus important dans le cadre de l'examination, c'est finalement le point de départ de l'argument, et bien finalement quels sont ces deux principes métaéthiques, alors une compétence et un métaprincipe en réalité, qui sont donc à la base de la métaéthique que nous propose Michel Dupuy. Je vais les lire tels qu'ils sont inscrits dans le PowerPoint. Et donc vous avez, moi, dans le PowerPoint, on l'a qualifié de métaprincipe. En réalité, c'est davantage une compétence. Un métaprincipe qui est celui de l'empathie. Alors, Michel Dupuy propose une définition très intéressante. L'empathie, il nous dit que c'est le fondement même, je le lis, hein, c'est le fondement même de la sociabilité, pardon, des relations entre les vivants. Donc on n'est pas encore dans le caractère, on pourrait le faire ici, c'est ce qui est d'ailleurs proposé, le caractère extra spécies, donc au-delà de notre espèce humaine. Alors c'est le sens de l'autre, c'est le rapport à l'environnement, c'est aussi la possibilité d'entrer en relation, c'est donc aussi le fondement de la relation soignante. Alors là, on a un terme philosophique assez fort, hein, donc c'est ce que je nomme, je cite, une condition fondamentale, au fondement, transcendantale, c'est-à-dire une condition de possibilité des pratiques soignantes. Une personne qui n'est pas empathique, qui n'expérimente pas l'empathie, c'est-à-dire qui n'expérimente pas le sens de l'autre. C'est-à-dire le sens de l'autre, vous pouvez vraiment l'entendre comme au même titre que nous avons les cinq sens habituellement qualifiés, hein, le sens de la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, etc. Au même titre que nous avons ces différents sens habituellement qualifiés, les cinq sens, eh bien, nous pourrions avoir aussi un sens de l'autre. Alain Berthoz, Jean-Luc Petit, Alain Berthoz qui est un neuroscientifique, Jean-Luc Petit qui est un philosophe spécialisé dans la phénoménologie, parle du sens de l'autre comme une manière de sentir l'autre au même titre qu'on pourrait goûter, entendre, voir, toucher, etc. Et donc, le sens de l'autre, eh bien, c'est le fondement de la pratique soignante. L'expérience de l'autre, le sentir de l'autre, c'est au fondement de la pratique soignante. Il continue sa définition de l'empathie avec une définition très forte. Je vous rappelle que nous, l'empathie, nous l'avons rencontrée au travers de Donald Winnicott, tel que Cynthia Fleury, tel que la psychiatre et philosophe Cynthia Fleury pouvait en parler, à savoir euh, comprendre l'autre, mais permettre à l'autre d'en faire autant. Donc, se mettre à la place de l'autre, mais permettre à l'autre d'en faire autant. C'était la définition de Donald Winnicott citée par Cynthia Fleury. Et ici, l'empathie par Michel Dupuy recouvre une toute autre dimension, vraiment donc beaucoup plus fondamentale à la base. L'empathie constitue, je cite, une archi-compétence humaine. Elle est une compétence, donc elle devient une compétence de base qui rend possible la plupart des autres compétences de l'être humain, sinon toutes, et par conséquent les rapports intersubjectifs en général, la vie érotique, entendez par là la vie des désirs, qui ne sont pas forcément des désirs sexuels sexués, ça pourrait l'être, mais c'est aussi les désirs, donc avoir un projet de vie, un projet d'existence, l'importance des désirs dans un projet thérapeutique, hein, pensez à une personne qui est dans une situation de deuil,
symbolique, par exemple, suite à un AVC et qui doit faire le deuil de compétences et de capacités liées, associées à une vie, à une identité d'une vie antérieure qui n'existera plus jamais, et dans la projection d'une vie nouvelle, mais où il faut pouvoir accepter qu'on ne sera plus jamais celui qu'on était, mais qu'on devra peut-être aussi construire une nouvelle identité dans le rapport à ces nouvelles compétences et défauts de compétences qu'on va essayer de redévelopper. Donc le rapport au désir, à la motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est tout ça. Les relations spontanées et professionnelles de soins. Donc, si l'empathie est une archi-compétence, eh bien, en fait, donc elle est au fondement de l'ensemble des autres compétences. Et ça veut dire que si vous retirez l'empathie, quelque part, vous mettez aussi à mal l'ensemble du développement, la possibilité du développement de l'ensemble des autres compétences. Alors, bien que l'empathie ne soit pas à strictement parler l'émotion, il est quand même intéressant d'observer parfois comment aussi dans les apprentissages, mais aussi comment dans les apprentissages de ce qu'on appelle les personnes ou les élèves à besoins spécifiques. Donc regardez dans l'enseignement spécialisé de type 1 à 8 ou 9 si vous êtes en Flandre, eh bien, donc des troubles du comportement, des déficiences mentales légères, sévères, des handicaps physiques, moteurs, psychomoteurs, des troubles auditifs, visuels, etc. Eh bien, comment aussi on travaille sur des environnements qui vont être dans des environnements sécurisants sur le plan psychosocial des individus et comment cette sécurité va en fait permettre des apprentissages qui seraient des apprentissages qu'on qualifierait peut-être plus enfin, facilement, peut-être ou grossièrement ou rapidement d'apprentissage liés à des capacités plus cognitives qui en réalité sont socio-affectives d'abord et donc en rassurant, en jouant sur la sécurité d'un environnement, on favorise les apprentissages. La relation de confiance dans les soins est tout à fait déterminante pour le soin lui-même. Vous avez ensuite le deuxième méta-principe, qui est en fait le méta-principe que qualifie Michel Dupuy, qui est le méta-principe de «là chaque fois». C'est ce principe, j'expliquais au début de la vidéo, c'est ce principe qui doit nous permettre de réfléchir à nouveau frais, de contextualiser à nouveau, de questionner comme pour une première fois l'usage que nous faisons des divers principes éthiques tels que circonscrits dans le principisme, à savoir l'autonomie, la non-malfaisance, pardon, la bienfaisance et le principe de justice. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce principe de là chaque fois? À nouveau, je lis le texte de Michel Dupuy. Ces divers principes, je les rattache à un métaprincipe, c'est-à-dire à un principe de niveau supérieur, donc au-dessus, qui détermine et coordonne leur signification particulière, donc c'est-à-dire de nouveau le sens, en les enracinant dans le sens anthropologique fondamental de la situation, c'est-à-dire dans la réalité du moment présent, ici et maintenant. Le métaprincipe de l'éthique des soins invite à déployer sa pratique soignante selon l'orientation éthique indiquée par les diverses valeurs et les différents principes, mais avec la disposition fondamentale suivante. À chaque fois, la situation est particulière, le patient est unique, les décisions à prendre le seront pour la première fois. Envisagez n'importe quelle situation de soin à l'intérieur de laquelle vous êtes soignant et où nous serions dans une situation, par exemple, où vous êtes soignant depuis, par exemple, X nombre d'années, et il pourrait se faire qu'avec les années, pas nécessairement, mais il pourrait se faire que vous développiez une certaine, ce qu'on qualifie parfois d'usure empathique, une forme d'habituation des situations, et où pour vous, en fait, vous voyez un Xème patient ou une Xème patiente atteinte de telle ou telle pathologie, et où pour vous, en fait, vous êtes sur un Xème cas. Pour le patient ou la patiente en question, il faut bien se rappeler qu'il s'agit peut-être d'une première fois. Michel Dupuy fait référence à une infirmière en chef en soins palliatifs qui relate la qualité des soins et l'importance pour elle d'être toujours dans cette première fois et la nécessité pour elle de se rappeler que elle fait une faute de grammaire syntaxe intéressante de dire que pour elle, de se rappeler, pour elle, l'importance de se rappeler donc que le patient meurt pour la première fois, on ne meurt qu'une fois, mais donc meurt pour la première fois.
C'est hyper important, d'autant plus que vous pouvez aussi vous retrouver dans la situation où on pourrait se dire, bah, c'est finalement les soignants qui risquent de tomber dans cette habituation et cette usure empathique, mais il peut se faire aussi que ce soit parfois les patients, les bénéficiaires du soin qui en fait tombent dans une forme d'habituation, de réduction ontologique de leur être, de l'amplitude de leur être à seulement une maladie à traiter ou à seulement les effets négatif d'une pathologie, c'est-à-dire toutes les situations handicapantes que génère une pathologie, et finissent parfois par réduire aussi leur potentiel actuel à seulement la situation handicapante. C'est évidemment bien légitime puisque au quotidien ils en sont marqués, mais l'intérêt aussi du soignant, c'est en réouvrant cet ici et maintenant, c'est de permettre de rejouer finalement le sens d'une relation qui peut, le sens d'une relation qui peut essayer de rester toujours très ouverte sur l'expérience humaine actuelle. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on s'entend bien, mais tous des outils comme l'écoute empathique active, je pense dans la crise suicidaire, où vous pouvez avoir des personnes qui peuvent parfois un peu chroniciser, c'est-à-dire très vite mobiliser des ressources externes plutôt qu'internes et aussi peuvent très vite parfois tomber dans une explication routinière de leur souffrance, c'est-à-dire où elles n'interrogent finalement plus tellement l'histoire de vie qu'elles proposent ou qu'elles exposent, de telle sorte, et je vais le dire ici, il faut mettre énormément de nuances pour respecter les existences, je le fais dans l'intérêt didactique ici, il faudrait mettre beaucoup plus de précautions que ce que je vais le faire, mais qui peuvent parfois donner l'impression d'exposer leur vie sans forcément encore les incarner, comme si en fait l'histoire était donnée comme ça à n'importe qui. Et l'intérêt, c'est justement chez le soignant de montrer que ce n'est pas n'importe qui est en face, mais bien une personne singulière qui entend singulièrement et comme pour une première fois ce qui est en train de se dire, et donc de réouvrir ce caractère très présent de la situation et de pouvoir aussi permettre à la personne de finalement s'étonner ou de revivre ce qu'elle est en train de dire et qu'elle a peut-être dit 1000 fois sans plus mesurer ou incarner finalement toute cette teneur existentielle, parce que parfois c'est pas toujours facile à faire non plus. Mais donc le rôle du soignant aussi, c'est parfois d'être, au cas par cas, il faut pouvoir l'apprécier évidemment, d'être aussi ce lieu depuis lequel le patient peut être interpellé de réduction ontologique qu'il pourrait parfois lui-même s'appliquer. Pas toujours évidemment, je rappelle que c'est à apprécier au cas par cas. Mais donc c'est ça, ce principe de la chaque fois, c'est extrêmement puissant, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on s'entend bien, mais c'est essayer de se ramener sur cette idée comme si c'était une première fois, d'un retour sur quelque chose d'un peu originaire, un caractère un peu virginal, vierge, initial, premier d'une situation. Ça veut pas dire qu'on fait fi des connaissances ou d'une expertise antécédente, très certainement pas, mais on se donne l'occasion de le revivre plaisantement. Et donc, on pourrait dire que si on veut lier, et c'est ici qu'on conclura, le principe de l'empathie et le métaprincipe, donc les métaprincipes de l'empathie, qui est une compétence, le sens de l'autre, l'archicompétence au fondement des autres compétences, et ce métaprincipe de la chaque fois, si on veut les lier, eh bien, on pourrait se dire que finalement, la chaque fois, c'est une manière de jouer le sens de l'autre au présent, d'actualiser le sens de l'autre dans une relation singulière, une relation qui est un peu comme rejouer la, la- la singularité de cette relation en rejouant finalement le- en la remettant au cœur de l'expérience humaine et peut-être au cœur de l'expérience soignante. Entendez par là aussi que l'expérience soignante, elle n'est pas nécessairement prodiguée par un soignant professionnel des soins, infirmier, enfin paramédicaux, médicaux pour aller vite, mais qu'elle peut aussi être, et c'est là l'intérêt parfois de la psychothérapie institutionnelle, mais qu'elle peut parfois être jouée par les bénéficiaires des soins eux-mêmes. Vous pouvez avoir un bénéficiaire de soins qui peut avoir une fonction, qui peut recouvrir à un moment donné, et pour un moment parfois aussi, une fonction soignante pour un autre bénéficiaire de soins. Et donc d'avoir des soignés qui peuvent être les uns pour les autres des soignants. C'est assez intéressant parce que ça réouvre finalement cette conception du soin euh, et ça permet aussi de pouvoir instituer et de pouvoir aussi s'approprier une manière de faire soin
qui dépasse le strict cadre des individus habituellement identifiés comme étant des soignants-soignantes. Voilà, on s'arrêtera là pour notre cours et pour notre commentaire et réflexion autour de ce texte de Michel Dupuis, texte très profond, très intéressant, et que donc je vous invite aussi à lire dans le détail, évidemment, pour aller plus loin que ce que j'ai pu en dire ici.